Bonjour, nous allons maintenant approcher des dates fatidiques du bac, donc c'est le moment de parler des épreuves, en particulier de celles qui angoissent souvent le plus les élèves, la philo, dont aujourd'hui pour en parler mon invité Olivier Dilligne, prof de philo évidemment, et auteur de la boîte à outils Philosophie, un excellent livre qui permet de faire le point sur cette épreuve. Alors ma première question Olivier, l'épreuve de philo fait peur, pourquoi fait-elle peur ? Elle fait peur, à la fois elle fait peur et surtout on en parle beaucoup. C'est quand même, d'abord c'est l'épreuve écrite qui ouvre la série des autres épreuves, donc c'est un peu le point de départ du baccalauréat, même s'il y a des options et certains oraux qui sont passés avant. Donc c'est pour ça, et après parce que sans doute autour de la philo il y a tout un ensemble de représentations, d'imagination, etc. qui se construisent, donc c'est ça qui doit jouer beaucoup autour de... Oui, puis on a l'impression qu'on peut avoir des très mauvaises notes en philo. Oui, c'est une impression parce que finalement les notes sont pas vraiment plus basses que dans d'autres disciplines. Après, on a le sentiment effectivement qu'on a affaire à une discipline très aléatoire, que la correction va dépendre totalement du correcteur, de sa subjectivité, etc. Ce qui est une idée qu'il faut combattre immédiatement. Et je pense que c'est l'objet ici pour aborder l'épreuve de philosophie. Il y a une première chose à voir, même si ça paraît difficile pour les élèves, c'est que la philosophie, ça se travaille comme toute autre discipline, qu'il y a des méthodes pour faire la dissertation, pour faire l'explication de texte, c'est-à-dire les épreuves qui sont demandées le jour du baccalauréat, et que c'est pas simplement un lieu où il s'agit de venir étaler ses opinions, et en se disant que si par hasard le correcteur a les mêmes opinions, c'est bon, on va gagner au loto. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Il y a des règles, et donc c'est comme ça qu'il faut vraiment aussi les approprier et les travailler. On va essayer de développer tout ça. Mais j'ai une autre question sur les différents niveaux. Est-ce que c'est plus dur pour un bachelier L de réussir que pour un bachelier ES ou S ? C'est-à-dire qu'un bachelier de série L a 8 heures par semaine, donc on est en droit d'attendre un ensemble d'éléments dans une copie qui correspondent quand même à une discipline qui a travaillé 8 heures. Par rapport à un élève de S qui a travaillé 3 heures, les types de sujets sont exactement les mêmes. Il n'y a pas de sujets qui sont orientés ou identifiés plus spécifiquement L que S, que ES, etc. Ça c'est pareil, c'est aussi l'idée à combattre. Mais après, il est clair que quand un élève a 8 heures de philosophie par semaine, on peut s'attendre à ce qu'au bout d'une année, à raison de 8 heures, il ait des connaissances quand même à amener dans une copie et il sache plus de choses qu'un élève de série technologique qui on aura fait 2 heures par semaine. D'accord. Maintenant, pour tous les élèves, on va leur demander à peu près la même chose, c'est-à-dire d'avoir des méthodes, de comprendre. Vous attendez quoi exactement de vos élèves ? On attend qu'il y ait une réflexion personnelle construite, qu'elle soit rigoureuse, qu'il y ait une position d'un problème quand il s'agit de la dissertation, que les élèves construisent une argumentation rationnelle véritablement dans une copie, et justement on attend autre chose qu'une collection d'opinions ou d'avis simplement donnés sur un sujet comme ça. Oui. Alors pour ça, il faut réviser. Mieux vaut aussi être pris un peu en avance. On va dire qu'il faut aussi prendre combien de temps avant le bac pour faire un programme de révision efficace ? J'aurais tendance à dire que c'est un travail qui se fait tout au long de l'année. Tout au long de l'année, on constitue les outils qui vont permettre de réviser. Dans beaucoup d'établissements, en même temps, il y a des bacs blancs au cours de l'année, donc c'est aussi des moments, ça correspond à des moments qui permettent de réviser. Maintenant, donner un calendrier précis, moi je recommande à mes élèves déjà à partir des vacances de Pâques de commencer à mettre en place un calendrier de révision, surtout que le mois de mai, en particulier cette année, est rempli de ponts, etc. Donc ça vient toujours très vite, donc de s'y prendre assez tôt. Alors, la méthode, c'est quoi ? Est-ce qu'il faut faire des fiches, par exemple ? Est-ce que c'est quelque chose en philo qui fonctionne ? Alors, on peut faire des fiches. Toute la question est de savoir ce qu'on met dans une fiche. Si c'est pour faire un résumé du cours, ça va pas être très utile. Pour la bonne et simple raison que ce qui est demandé le jour du baccalauréat, il y a 2 types d'épreuves, donc c'est soit la dissertation, soit l'explication de texte. Dans une dissertation, on demande de comprendre un sujet spécifique, de voir en quoi la question qui est posée, parce que c'est toujours une question qui est posée, en quoi la question qui est posée pose un problème. Il ne s'agit pas de réciter un cours, mais de comprendre la particularité du problème posé par la question. Donc, faire simplement des fiches de cours en disant je recracherai mon cours, si j'ai un sujet sur la liberté, je recracherai mon cours sur la liberté, ça n'a pas véritablement de sens. Il y a plein de problématiques différentes sur la liberté qui sont possibles. Donc,
moi j'aurais tendance à recommander, si on veut faire des fiches, de les faire à partir de textes qu'on a travaillés dans l'année, de les faire éventuellement à partir de citations, non pas pour recracher des citations comme dans une situation de discussion de salon, mais parce que ça peut être un bon moyen de reconstituer, à partir d'une citation qu'on a véritablement bien saisie, de reconstituer une argumentation, un raisonnement, et donc de se constituer véritablement des fiches comme ça, qui ne soient pas des fiches fermées qu'on apprendrait comme ceci pour les restituer telles que face à n'importe quel sujet. Est-ce qu'on peut travailler en groupe en philo? Est-ce que c'est utile? Est-ce que vous voyez des élèves qui travaillent ensemble? Ça peut toujours être utile de travailler en groupe et en plus, il y a un bon moyen de travailler, c'est de prendre des sujets. Il existe des annales, il existe des ouvrages dans lesquels on trouve des sujets qui sont déjà tombés au baccalauréat et ça peut être intéressant aussi de travailler ensemble sur des sujets pour voir comment on les comprend, comment on les analyse, pour essayer de trouver le problème. Ça, c'est un bon entraînement parce que c'est quand même la première chose à faire, c'est quand même d'analyser un sujet pour essayer d'en sortir un problème. Il y a deux épreuves au choix, 3 sujets, 2 épreuves. Bon, j'imagine que pendant l'année, on a déjà un peu l'habitude d'un sujet ou l'autre, mais le jour du bac, comment on choisit entre ces 2 épreuves? Alors moi, je pense qu'il faut pas se déterminer par avance en disant je suis meilleur en dissertation, je suis meilleur en explication de texte, et se dire quoi qu'il arrive, je prendrai la dissertation ou l'explication de texte. Il peut y avoir des sujets plus ou moins difficiles, aussi bien en des textes plus ou moins difficiles que des sujets de dissertation plus ou moins difficiles. Donc il faut se donner un temps au début de l'épreuve, il faut se donner 10 minutes pour bien lire attentivement les 3 sujets et prendre un sujet sur lequel on a véritablement envie de dire quelque chose, prendre un sujet qui parle. Donc, au fond, il n'y a pas une différence radicale entre les dissertations et l'explication de texte. Une explication de texte, c'est en quelque sorte commenter le condensé d'une dissertation d'un autre. Donc il faut en déployer les arguments, comme dans une dissertation, il faut déployer ses propres arguments. Donc il ne faut pas s'enfermer comme ceci, en se disant j'ai déjà décidé, je prendrai ça parce que je suis meilleur là-dessus. Dans l'année, on a eu en général l'occasion de s'entraîner sur les 2 types d'épreuves. Il faut vraiment prendre un sujet sur lequel on a vraiment envie de dire quelque chose pendant 4 heures. Parce que c'est aussi ça, quand même, qui va faire l'intérêt d'une copie. 4 heures, faut rester 4 heures? Moi, je trouve que, alors, ça peut faire rire les élèves spontanément. Moi, je trouve que 4 heures pour faire une dissertation, c'est extrêmement court. Si on veut faire une dissertation sérieuse. Donc, effectivement, on voit des élèves sortir au bout de 2 heures, 2 heures et demie, etc. On en voit dans l'année, quand il y a des devoirs sur table aussi parfois, sortir au bout de 2 heures, 2 heures et demie. Globalement, l'expérience montre, ça fait un certain nombre d'années que j'enseigne et que je fais passer des examens, des concours, l'expérience montre que quand les gens sortent tôt, en général, ça ne correspond pas aux meilleures copies, loin de là. Donc, et en contrepartie, les élèves qui, au bout de 4 heures, ont vraiment le sentiment d'avoir été pris par le temps, de pas avoir vraiment eu le temps de finir, etc., en général, font quand même les meilleures copies. Donc, Alors, ces 4 heures, il faut les occuper comment? Alors, il y a 2 épreuves, c'est un peu différent. Comment vous divisez le temps dans ces 4 heures? Alors, il faut pas trop différer le temps de la rédaction. Justement, parce que 4 heures, c'est court. Si on prend, je vais donner quelque chose qui est extrêmement schématique, mais si on prend en gros une dissertation, on dit traditionnellement il y a une introduction, une conclusion et 2 ou 3 parties. Si on considère que dans chaque partie il y a 2 ou 3 paragraphes, si on fait ce calcul-là tout simple, ça fait qu'il y a en gros entre 7 et 9 paragraphes dans une dissertation, plus une introduction et une conclusion. Donc ça va faire quand même entre 9 et 11 paragraphes, ce qui est quand même assez conséquent. Donc, si on se donne un quart d'heure par paragraphe, on voit qu'on arrive rapidement à 2h30 de temps d'écriture. Donc 2h30 sur 4 heures, ça veut dire que à partir de 9h30, quand on commence à 8h, il faut, à mon sens, se mettre à écrire. Parce que après, on risque de ne pas du tout avoir le temps d'aller au bout de sa copie et de faire un devoir qui est équilibré. Il faut savoir qu'en écrivant, on peut se mettre à écrire sans savoir la totalité de ce qu'on va raconter. Vous faites pas un plan détaillé au départ? On peut faire un plan détaillé, mais il faut pas non plus s'enfermer absolument dans le plan qu'on a fait. Pour la bonne et simple raison que le travail de mise en forme et d'écriture va faire avancer la réflexion. Il ne s'agit pas de réfléchir 1h30 et après de recracher ce qu'on a réfléchi comme si on l'aurait déjà entièrement constitué dans sa tête, dans son esprit, etc. Il s'agit vraiment de passer les 4 heures à réfléchir. Donc, au fil de l'écriture, de la mise en forme, la réflexion va aussi se mettre en forme et on va trouver aussi d'autres choses. Donc, c'est pour ça que
il s'agit pas de se dire je fais d'abord toute la dissertation dans une espèce de forme de brouillon qui n'importe comment sera pas rédigé, et puis ensuite je vais mettre tout ça en forme. N'importe comment on va se rendre compte qu'en mettant en forme des choses, ce qu'on a pu mettre avec des systèmes de tirés, tout le monde a fait ça sur ces brouillons, des tirets, des flèches, etc. On a l'impression que tout ça est cohérent. Quand on doit le mettre en forme, on se rend compte que ça l'est beaucoup moins. Donc c'est le travail de l'écriture qui est aussi très très important. Et donc vous ne conseillez pas de faire un brouillon, a priori? En tout cas, de rédiger la dissertation au brouillon, non. Par contre, c'est impossible en 4 heures de faire une dissertation rédigée au brouillon et de le faire après. Alors, quand vous relisez les copies, qu'est-ce qui vous fait plaisir à lire et au contraire, qu'est-ce qui vraiment est insupportable? Alors, je donnais des conseils très basiques. Déjà, avoir une copie bien présentée, bien écrite, aérée, face à laquelle on voit la structure de la dissertation, c'est déjà, alors ça peut paraître très basique, mais c'est déjà quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire qu'on voit la différence entre l'introduction, le plan, la transition, le développement, les transitions, les parties, la conclusion. Ça, c'est déjà une chose importante. Un autre élément que je tendance à donner, c'est quand même essayer de faire un minimum de fautes d'orthographe et de syntaxe, parce que quand il y a trop de fautes, même s'il n'y a pas de barème pour dire on retire des points, le problème c'est qu'un participe passé, un infinitif, ça n'a pas le même sens en français, et quand on lit la copie, ou quand on lit une phrase, le sens qu'on va donner à cette phrase, s'il y a des fautes, ne correspond pas nécessairement au sens que l'élève a voulu donner. Donc c'est quand même important de bien écrire. Après, ce qui est vraiment souligné dans une copie, c'est quand il y a un effort pour réfléchir, un effort d'attention au sujet. C'est-à-dire quand un élève prend un bras-le-corps véritablement un sujet et arrive à en faire sa question, à se dire, mais effectivement, cette question, c'est pas un pur exercice académique, cette question, c'est une vraie question qui se pose, qui peut se poser à tout à chacun si on analyse vraiment la manière dont elle est formulée. Et ce qu'on attend, c'est cet effort véritablement pour essayer de répondre à la question. Et là, la mobilisation que l'élève va faire de ses connaissances, de sa culture générale, d'expérience, de ses lectures, et là, bien sûr, de ses cours, pour, justement, essayer de répondre à la question qui est posée. Et l'erreur à ne pas commettre, absolument. L'erreur à ne pas commettre, c'est de commencer à traiter un autre sujet que celui qui est posé. Alors ça peut paraître étrange, mais ça arrive de se dire, je vois un mot dans un sujet, je vois le mot liberté, je vois le mot état, je vois le mot expérience, et je dis ça y est, je me souviens, et je recrache justement une fiche ou ce que j'ai entendu, en laissant totalement de côté le sujet. Donc ça, c'est la première erreur à ne pas commettre. Il y a une question précise qui est posée, c'est à cette question précise qu'il s'agit de répondre. Il s'agit pas, c'est pas une question de cours, la dissertation, c'est un travail de réflexion. Ça serait, j'ai tendance à dire sur la dissertation, c'est la première chose à éviter. Sur l'explication de texte, c'est la même chose, c'est-à-dire de ne pas prendre le texte comme un prétexte, c'est-à-dire on attrape les 2-3 premiers mots du texte, on dit on parle de ça, et on déverse des choses, on fait fonctionner simplement sa mémoire, et on ne prête pas attention à ce que l'auteur dit dans le texte. Là, ça serait les deux grandes erreurs à éviter. Alors, on dit souvent qu'il faut avoir des citations. Si vous aviez une citation en tête à nous donner, qui peut servir partout, non pas partout, j'exagère, mais qui est toujours utile. Une citation, c'est un peu difficile, parce qu'il y en a quand même, beaucoup. La première chose que j'aurais tendance à dire par rapport aux citations, il y a des citations très classiques, comme le « je pense donc je suis », comme citation sur l'opinion, quand Bachelard dit que l'opinion pense mal ou qu'elle ne pense pas, ou des choses comme ça. Mais moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est qu'une citation ne doit pas être décorative. Une citation, c'est une occasion de réfléchir. Et quand on donne une citation, il faut nécessairement l'expliquer. Justifier l'usage qu'on fait de la citation. Il ne s'agit pas de recracher une citation en disant « voilà, je vais pouvoir montrer au correcteur que j'ai retenu 3 citations », parce que comment si un élève entre 3 et 8 heures d'enseignement par semaine n'arrive à la fin de l'année qu'à recracher 4 citations, ça veut dire qu'il a une mémoire plus faible qu'un élève de cours élémentaire, donc je veux dire, c'est pas ça qu'on va attendre. Il faut qu'on en fasse quelque chose de cette citation et qu'on soit justement capable véritablement de l'expliquer. Donc moi j'ai tendance à recommander d'apprendre des citations, mais parce que ce sont des moyens mémotechniques vraiment pour retrouver la pensée d'un auteur. Donc c'est dans ce sens-là que... Une dernière question, c'est quoi la meilleure note que vous ayez jamais mise à une copie au bac en philo? Je ne sais plus si j'avais mis 19 sur, et je n'arrive plus à me souvenir si j'ai déjà mis un 20, mais 19 sur.
Maintenant, ça fait 20 ans que je corrige le bac, donc j'ai pu en souvenir tout. Mais je me souviens d'avoir, en tout cas, hésité entre 19 et 20 pour plusieurs copies déjà, au total, sur les années de correction. Merci de finir sur cette note d'espoir pour les candidats. Oui. Je vous remercie.